Tu t'es déjà demandé pourquoi tant de vols long courriers partent à des heures aussi étranges? Tout à coup, tu te retrouves dans un avion vers minuit, en train de manger ce qui ressemble à ton deuxième dîner de la journée, à plus de 11 000 mètres d'altitude. Et ensuite, on s'attend à ce que tu essaies de dormir assis. Pas vraiment l'idéal, n'est-ce pas? Alors la question se pose, si c'est si peu pratique, pourquoi les compagnies aériennes continuent-elles à programmer leurs vols de cette façon? Aujourd'hui, on va démonter ce mystère pièce par pièce. Il existe 6 facteurs principaux qui expliquent pourquoi ces horaires existent. Et une fois que toutes les pièces s'assemblent, le planning paraît beaucoup moins étrange, et commence même à sembler logique. La 6e pièce surprend d'ailleurs beaucoup de monde. Elle a à voir avec quelque chose qu'on ne voit jamais depuis son siège, le vent. Ce vent invisible est la raison pour laquelle le même trajet peut durer presque 1 heure de moins dans un sens que dans l'autre. Et c'est aussi pour cela que les avions ne suivent pas toujours la ligne droite que l'on imagine sur la carte. Mais avant d'arriver au vent, commençons par la première pièce du puzzle, ton horloge biologique. Parce que, curieusement, ton propre corps aide les compagnies aériennes à gagner du temps. Notre organisme possède en effet une fenêtre naturelle de sommeil. Et c'est précisément pendant cette période que les compagnies aiment programmer beaucoup de vols long courriers. Pas besoin d'un cours de biologie pour le ressentir. Tard dans la nuit, les yeux deviennent lourds, et la vidéo TikTok que tu pensais regarder juste 5 minutes se transforme soudain en 45 minutes. Suivi d'un regard un peu paniqué vers l'horloge. C'est exactement ce moment que les compagnies aériennes utilisent. Si un vol décolle au moment où ton corps commence déjà à se détendre, tu n'as pas besoin de forcer le sommeil. Tu le laisses simplement venir. Le sommeil ne sera peut-être pas parfait. Tu te réveilleras peut-être plusieurs fois, mais même quelques heures de repos peuvent rendre un long vol beaucoup plus supportable. Et les compagnies aériennes encouragent cela. Les lumières de la cabine sont rapidement tamisées. L'activité diminue et le service se termine. Petit à petit, l'avion ressemble davantage à une grande chambre sombre. Pour ton cerveau, le message est clair. C'est un vol de nuit. Il est temps de dormir. Un exemple classique serait un vol au départ de John F. Kennedy International Airport vers 22 h à destination de Heathrow Airport. Tu montes à bord déjà fatigué. Tu dors quelques heures pendant le trajet et tu arrives le matin avec toute la journée devant toi. Si ce même vol partait à une autre heure, la situation serait très différente. Tu pourrais arriver vers minuit heure locale, complètement réveillé dans un nouveau pays, en essayant de convaincre ton corps qu'il est temps de dormir. Si tu veux profiter de cet avantage lorsque tu voyages, il existe d'ailleurs une petite astuce. Rends volontairement la première heure du vol ennuyeuse. Éteins l'écran, mange léger et évite le dernier café juste avant le décollage. Mais si tu penses que dormir ne profite qu'aux passagers, attends de voir ce que cela change aussi pour la cabine. Partie 2. Quand les lumières sont tamisées sur un vol long courrier, l'ambiance dans l'avion change très vite. La cabine ne ressemble plus vraiment à un espace public plein d'agitation. Elle commence plutôt à ressembler à une immense chambre. Le couloir se vide. Les passagers se lèvent moins souvent. Et soudain, tout devient beaucoup plus calme à bord. Il y a un petit détail qui le montre très bien. Le bouton d'appel pour l'équipage. Sur les vols de jour, il sonne presque en permanence. Quelqu'un veut de l'eau, quelqu'un demande une couverture, quelqu'un a une question. Sur un vol de nuit, c'est différent. Une fois les lumières éteintes, le silence s'installe, jusqu'à ce que, vers 2h40 du matin, quelqu'un se réveille et pense « Tiens, je vais demander quelque chose maintenant ». Pour l'équipage, la difficulté d'un vol long courrier n'est pas seulement de rester 10 heures dans les airs. Ce qui serait vraiment épuisant, ce serait d'assurer 10 heures de service continu. Cette période calme pendant la nuit est donc très importante. C'est à ce moment-là que l'organisation à bord devient beaucoup plus simple. Le travail dans la cuisine de bord devient plus prévisible. Les chariots peuvent circuler sans devoir éviter des passagers toutes les 2 minutes. Et l'équipage peut préparer le prochain service. Le couloir cesse d'être un véritable parcours d'obstacles. Il y a aussi une raison liée à la sécurité. Quand moins de personnes se lèvent ou circulent dans la cabine, le risque est plus faible que quelqu'un se trouve debout exactement au moment où l'avion traverse une zone de turbulence. Les turbulences sont toujours désagréables, mais elles sont nettement moins risquées lorsque la majorité des passagers est assise et attachée. Ainsi, les vols de nuit ne correspondent pas seulement à ton rythme naturel de sommeil. Ils permettent aussi un fonctionnement beaucoup plus fluide de la cabine pendant de longues heures. Peut-être fais-tu partie des personnes qui s'endorment dans un avion en 5 minutes. Ou peut-être que tu es plutôt du genre à regarder la carte du vol sur l'écran pendant tout le trajet.
Mais même une cabine calme n'est pas la raison principale pour laquelle les compagnies aériennes aiment ces horaires. La raison la plus importante apparaît après l'atterrissage, et c'est là que commence la pièce suivante du puzzle. Partie 3. La vraie raison pour laquelle tant de vols long courriers partent la nuit a surtout à voir avec ce qui se passe après l'atterrissage. Les correspondances. Les compagnies aériennes ne programment pas seulement un vol. Elles organisent tout un réseau de connexions. Les grands hubs internationaux comme Heathrow Airport, Dubai International Airport ou Istanbul Airport fonctionnent selon un système très précis. Ces aéroports travaillent avec ce qu'on appelle des vagues de correspondance. Concrètement, beaucoup de vols long courriers arrivent dans une fenêtre assez courte, souvent tôt le matin. Les passagers débarquent, traversent l'aéroport, puis repartent dans une seconde vague de vol vers d'autres destinations. C'est pour cela qu'une arrivée tôt le matin est si précieuse. Si un avion atterrit vers 5 ou 6 heures du matin, les passagers ont encore le temps de prendre des dizaines de vols de correspondance qui partent peu après. Imagine par exemple que tu voyages de Los Angeles à Hanoï avec une escale à Tokyo. Si ton vol long courrier arrive le matin, la transition est assez fluide. Tu changes d'avion quelques heures plus tard et ton voyage continue presque sans interruption. Maintenant, imagine l'inverse. Si ce même vol arrive en fin d'après-midi ou tard le soir, la situation devient très différente. Beaucoup de vols de correspondance sont déjà partis. Une escale de 2 heures peut soudain se transformer en une nuit entière à attendre à l'aéroport. Ce n'est idéal pour personne. Pour les compagnies aériennes, cela signifie des coûts supplémentaires, parfois des hôtels à fournir et une logistique plus compliquée. Pour les passagers, c'est une expérience beaucoup moins agréable, et la prochaine fois, beaucoup choisiront simplement un autre itinéraire. C'est pour cela que tant de vols long courriers sont conçus pour arriver le matin dans un grand hub. Le départ de nuit n'est donc pas un hasard, c'est simplement la manière la plus efficace d'atteindre cette fenêtre idéale pour les correspondances. Mais lorsque de nombreuses compagnies veulent toutes arriver au même moment, un autre problème apparaît. Les créneaux horaires dans les grands aéroports deviennent soudain extrêmement précieux, et c'est là qu'entre en jeu la prochaine pièce du puzzle, les slots et les couvre-feux aéroportuaires. Partie 4. Quand beaucoup de vols veulent arriver au même moment, une autre réalité du transport aérien apparaît. Les horaires dans les grands aéroports sont extrêmement limités. Tu as peut-être déjà remarqué que plusieurs vols long courriers sur la même route décollent presque à la même heure. Ce n'est pas une coïncidence. Dans les aéroports les plus fréquentés du monde, les compagnies aériennes n'achètent pas simplement un espace pour leur vol. Elles achètent une minute précise. Cette autorisation s'appelle un slot. Et obtenir un slot dans un grand aéroport peut être très difficile. Pour comprendre comment tout est planifié, il faut savoir une chose importante. Les compagnies aériennes choisissent souvent l'heure d'arrivée en premier, pas l'heure de départ. Pourquoi ? Parce qu'obtenir une heure d'atterrissage est généralement la partie la plus compliquée. Les grands hubs ont des vagues d'arrivée le matin, lorsque de nombreux vols long courriers se posent presque en même temps, afin de permettre les correspondances. Mais dans un aéroport saturé, on ne peut pas simplement arriver quand on veut. Il faut un slot, c'est-à-dire l'autorisation officielle d'atterrir ou de décoller dans une fenêtre très précise. Et il existe encore un autre facteur qui complique les choses, les couvre-feux nocturnes. Certains aéroports réduisent fortement, voire arrêtent leurs opérations pendant la nuit. Par exemple, à Frankfurt Airport, il existe une interdiction stricte de vol entre 23h et 5h. À Sydney Kingsford Smith Airport, les opérations sont également fortement limitées, environ entre 23h et 6h. Quand cette période commence, ce n'est pas une simple recommandation. Cela signifie clairement aucun décollage et aucun atterrissage ne sont autorisés. Les compagnies aériennes visent donc souvent un moment très précis, juste après la réouverture de l'aéroport tôt le matin. C'est à ce moment que les arrivées sont autorisées et que les correspondances sont prêtes. Une fois que l'heure d'atterrissage est fixée, tout le reste devient simplement une question de calcul. Si l'avion doit atterrir vers 6h du matin, on remonte dans le temps, la durée du vol, le temps de roulage au sol et une petite marge de sécurité. Et soudain, l'heure de départ tombe, au milieu de la nuit. C'est pour cela que les départs nocturnes semblent parfois étranges. En réalité, ils sont souvent la seule façon d'arriver au moment exact dont la compagnie a besoin.
Il arrive même une situation assez curieuse. Si un avion arrive trop tôt et que l'aéroport est encore fermé, il ne peut pas simplement atterrir. Il doit parfois ralentir ou tourner en attente dans le ciel jusqu'à ce que la fenêtre d'atterrissage s'ouvre. Si tu as déjà vu un avion faire plusieurs cercles avant de se poser, il est possible que l'horloge soit plus importante que la distance. Et cela nous amène à la prochaine pièce du puzzle. Car chaque minute, pendant laquelle un avion long courrier ne vole pas coûte de l'argent. Ici intervient une réalité très simple de l'aviation. Les avions coûtent extrêmement cher. Imagine un avion long courrier qui vaut plusieurs centaines de millions de dollars. Il atterrit à l'aéroport, puis reste stationné pendant 12 heures. Pas parce qu'il est en panne, pas parce qu'il n'y a pas de passagers, mais simplement parce que l'équipage doit respecter ses temps de repos légaux. Pour une compagnie aérienne, ce n'est pas vraiment du temps de pause. C'est une demi-journée pendant laquelle une machine conçue pour générer des revenus ne rapporte absolument rien. Et pourtant, les coûts continuent. Il y a les paiements de financement ou de leasing, l'assurance, la maintenance programmée, les frais d'aéroport, les services au sol. Tout cela coûte de l'argent, même si l'avion reste simplement garé à la porte d'embarquement. C'est pour cela que les compagnies aériennes cherchent en permanence à garder leurs avions en mouvement. Dans un secteur où les marges sont très faibles, le nombre d'heures qu'un avion passe réellement en vol peut déterminer si une ligne est rentable ou non. C'est aussi pour cette raison que beaucoup de vols long courriers suivent un rythme assez typique. Prenons l'exemple d'un vol transatlantique. L'avion décolle le soir, traverse l'océan pendant la nuit et atterrit le matin. Ensuite, il reste quelques heures au sol pendant la journée, lorsque les aéroports disposent de plus de personnel et d'activités. L'avion est nettoyé. Un nouvel équipage prend le relais. Le prochain vol est préparé. Puis l'avion repart. Ainsi, l'appareil continue à travailler, au lieu de passer de longues périodes immobiles sur le tarmac. Il y a aussi un facteur humain qui relie tout cela à ce dont on parlait plus tôt. Souviens-toi de cette période calme pendant les vols de nuit. Moins de passagers réveillés, moins d'interruptions dans la cabine. Cela rend également la gestion des temps de repos de l'équipage beaucoup plus simple pendant le vol. Sur de nombreux avions long courriers, il existe des zones de repos spécialement conçues pour les pilotes et les membres d'équipage. Ils peuvent s'y relayer pendant le vol. Grâce à cela, l'avion peut continuer à traverser des océans pendant de longues heures sans devoir passer trop de temps immobilisé au sol. En d'autres termes, cet avion qui vaut plusieurs centaines de millions peut continuer à voler au lieu de perdre des heures précieuses simplement parce que les humains doivent dormir. Donc, lorsque tu vois un vol partir à une heure un peu étrange, ce qui se passe en réalité est assez simple. La compagnie aérienne essaie de faire fonctionner un avion extrêmement coûteux le plus efficacement possible, tout en respectant toutes les règles de sécurité et de repos pour les équipages. Mais il reste encore une dernière pièce, une pièce qui ne se soucie ni des horaires, ni des aéroports, ni de ton rythme de sommeil. Quelque chose qui peut modifier la durée d'un vol, et même la route que l'avion va suivre, le vent. La plupart des passagers imaginent qu'un avion suit simplement une ligne droite sur la carte. On pointe le nez vers l'Europe, et on y va tout droit. Mais en réalité, surtout au-dessus de l'Atlantique Nord, le ciel fonctionne plutôt comme un réseau d'autoroutes aériennes qui change chaque jour. À altitude de croisière, il existe un puissant courant d'air, appelé jet stream. On peut l'imaginer comme un fleuve de vent dans le ciel, qui souffle généralement d'ouest en est. Si un avion réussit à se placer dans ce courant lorsqu'il vole vers l'est, quelque chose d'intéressant se produit. Il n'arrive pas seulement plus vite, il consomme aussi moins de carburant. Pour un avion long courrier, même quelques minutes gagnées peuvent représenter une économie importante. Moins de temps de vol signifie moins de carburant brûlé. C'est l'un de ces rares cas où tout le monde y gagne. Les passagers arrivent plus tôt et la compagnie dépense moins en carburant. Ce n'est pas qu'une théorie. Sur un vol entre Seattle et Amsterdam par exemple, il n'est pas rare de voir sur la carte du siège une vitesse au sol dépasser 1000 km/h lorsque l'avion profite de ce courant. Un vol prévu pour environ 9h30 peut parfois se terminer en un peu plus de 8 heures. Le même avion, le même océan. Mais un autre jour et des vents différents. Au-dessus de l'Atlantique Nord, les avions ne choisissent pas non plus leur route au hasard. Il existe un système de corridors organisé appelé North Atlantic Tracks. Ces routes sont ajustées chaque jour en fonction des vents et du trafic aérien. Cela signifie que le même vol peut suivre un itinéraire différent d'un jour à l'autre. Parfois, un simple changement dans l'heure de départ peut faire qu'un avion emprunte une autre route, vole à une autre altitude ou rencontre des vents différents. Et cela peut modifier la durée du vol, la consommation de carburant, et même l'heure d'arrivée.
Quand on assemble toutes les pièces, l'image devient beaucoup plus claire. Les horaires des vols ne dépendent pas seulement des passagers, ni seulement des aéroports, ni seulement des avions. Parfois, tout se joue autour d'un élément invisible, la possibilité d'attraper ou d'éviter un immense fleuve d'air en mouvement dans l'atmosphère. Et cela nous amène aux deux dernières questions que beaucoup de gens se posent. Les vols de nuit sont-ils vraiment moins chers? Et pourquoi les vols vers l'Est partent-ils souvent la nuit, alors que ceux vers l'Ouest partent plutôt le jour? Voyons cela pour terminer. Avant de conclure, il reste une question que beaucoup de voyageurs se posent. Est-ce que voler de nuit est vraiment moins cher? Parfois oui, mais pas forcément pour la raison que l'on imagine. Ce n'est pas simplement une question d'heures creuses. Le principal avantage vient souvent du fait que tout le système fonctionne plus facilement la nuit. Le ciel est généralement moins encombré, il y a moins d'avions qui attendent l'autorisation de décoller. Et au sol, les files pour accéder aux pistes sont souvent plus courtes. Cela signifie moins de petits retards, qui, accumulés au fil de la journée, peuvent perturber tout l'horaire d'une compagnie aérienne. Mais ce n'est pas toujours le cas. Dans certains aéroports, voler de nuit peut même coûter plus cher à cause des règles liées au bruit, du manque de personnel ou de pénalités liées au couvre-feu. Il y a aussi un facteur humain. Différents types de voyageurs choisissent les vols de nuit, mais pour des raisons très différentes. Pour les voyageurs d'affaires, les vols de nuit vers l'Est sont souvent idéaux. On travaille pendant la journée, on prend l'avion le soir, on dort quelques heures en vol et on arrive le matin. Ensuite, il suffit parfois d'une douche dans le salon de l'aéroport ou à l'hôtel. Et on peut aller directement à une réunion. Ainsi, on ne perd pas une journée entière de travail à cause du voyage. Pour les voyageurs de loisirs, ce même horaire peut être intéressant pour une autre raison. Il permet parfois d'économiser une nuit d'hôtel. On part le soir, on arrive le matin, et toute la première journée du voyage est encore disponible pour explorer la destination. Compare cela avec un vol long courrier de jour. On passe toute la journée dans l'avion et on arrive une fois la nuit tombée. Dans ce cas, la première journée de vacances est presque déjà terminée. C'est pour cela que les vols vers l'Est partent souvent la nuit. Arriver le matin est tout simplement plus pratique. Dans l'autre sens, vers l'Ouest, il est souvent plus logique de voler pendant la journée. On peut décoller le matin ou l'après-midi et arriver à une heure normale grâce au décalage horaire, sans devoir atterrir en pleine nuit. En résumé, les vols de nuit ne sont pas le fruit du hasard. Ils apparaissent à l'endroit où plusieurs facteurs se rejoignent. Ton rythme naturel de sommeil, une cabine plus calme, les vagues de correspondance dans les grands hubs, les slots et les couvre-feux des aéroports, l'économie d'un avion qui vaut des centaines de millions, et même les vents dans la haute atmosphère. Alors la prochaine fois que tu arrives à l'aéroport tard le soir et que tout semble étonnamment calme, ne te laisse pas tromper. À ce moment précis, le réseau aérien mondial est en train de fonctionner à plein régime. Maintenant, j'aimerais savoir, quelle partie t'a le plus surpris? Le sommeil, l'organisation de la cabine, les correspondances, les slots et couvre-feu, l'économie des avions ou le jet stream? Dis-le dans les commentaires. Et s'il y a un autre mystère du monde de l'aviation que tu t'es toujours demandé sans jamais obtenir une réponse claire, pose aussi ta question. Cela pourrait bien devenir le prochain sujet de vidéo.